Bonsoir et bienvenue pendant le 20h, l'actualité vue par la culture. L'extrême droite est très active sur les réseaux sociaux, dérapage homophobe, antisémite, islamophobe, la fachosphère, les réseaux de la colère. C'est notre sujet opinion du soir avec Sandra Alphonse et Anthony Casanova. L'ultra-droite s'est-elle emparée du net? Notre décryptage avec Marie-Ange Philippe et Marcel Petriccioli. Sandra Alphonse, journaliste au magazine Aria, Anthony Casanova, responsable directeur de la publication du site satirique Le Coq des Bruyères, éditorialiste. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors je vais essayer de donner une définition du terme fachosphère. Ce n'est pas simple tant il est pluriel. Je vous propose ces quelques lignes du magazine Obs et du journaliste Charles Giolle. Les fachosphères, parce qu'il évoque la pluralité de la fachosphère, sont tout tentés par l'idée d'un complot ourdi par les élites dont seule l'identification diffère selon les tendances juives, franc-maçonnes, laïcistes, anti-françaises et immigrationnistes. Et dans tous les cas, les merdias, oui, les merdias, ou encore les journalopes sur les forums d'extrême droite. Quelques mots sur cette définition avant de débuter nos échanges, Sandra. Oui, alors effectivement, on retrouve dans cette définition un certain nombre de caractéristiques qui rejoignent un argumentaire extrêmement populiste, le discours anti-élite par exemple, l'idée du complot. On peut parler de fachosphère, on peut parler aussi de réinfosphère, parce que l'idée, quelle est-elle? C'est en fait de proposer une information alternative qui serait la véritable information qu'on nous cache ou qu'on manipule, bien entendu, et tout l'arsenal se met en place, en fait, au service de ce but de réinformation, qui est en fait un but de manipulation. Oui, c'est le principe des faits alternatifs, hein. C'est Absolument. corollaire des faits alternatifs. Anthony Casanova, comme le titrait le journal Libération il y a quelques mois maintenant, la fachosphère, est-ce une arme d'intoxication massive ? Alors, est-ce que c'est une arme d'intoxication? En tout cas, avec l'élection de Trump et le Brexit, on a prouvé qu'avec des fausses nouvelles, ce qu'on appelle un mensonge ou de la désinformation, mais c'est plus joli de dire fake news, ça passe mieux, on pouvait arriver à des buts comme ceux du Brexit, où l'ancien maire de Londres a avoué, après que ce soit passé, qu'il avait clairement menti. Boris Johnson. Oui. Voilà, Boris Johnson. Donc, on se retrouve là. Après, sur votre intro, juste une petite précision sur le terme de l'islamophobie. L'islamophobie, c'est un terme qui est embêtant parce qu'on peut être, et il y en a des gens anti-musulmans. En revanche, l'islamophobie, ça peut jouer aussi sur le côté du blasphème. Parce que l'islam, c'est une idée politique. On peut en avoir peur et on peut aussi s'en moquer. C'était juste une parenthèse. On s'en moque facilement. Vous en êtes l'exemple. Hein. Complètement, évidemment, sur toutes les religions. Et comme ça, en ce moment, c'est celle qu'elle vend en poupe. Mais vous avez bien entendu, hein, parce que ce sont des propos aussi qui ont été tenus par, alors j'ai dit Charles Giolle, mais pas seulement, beaucoup de journalistes ont travaillé sur la fachosphère, Libération notamment, qui a proposé, je l'ai dit il y a plusieurs mois maintenant, un dossier assez complet sur ces questions-là, Dominique Albertini notamment. Il évoque l'islamophobie parce que c'est constitutif quand même de cette parole de l'extrême droite, constituée par l'extrême droite. C'est dans ce sens-là. Hein. Entièrement. Après, juste sur ce point-là, c'est un terme qui est aussi employé par d'autres complotistes, et une autre partie de la fachosphère, notamment celle liée à Tariq Ramadan. Et je pense que c'est le mauvais mot. On comprend ce que ça veut dire, c'est un racisme anti-musulman, mais c'est un mauvais terme. Alors, quelques chiffres, je vais vous demander de réagir d'ailleurs, Sandra. Selon Link Influence, la fachosphère, c'est intéressant de voir l'évolution, la fachosphère représentait 14% du web politique français en 2013, contre seulement, mais c'était déjà trop, certainement 4,9% en 2007. Il y a une libéralisation de la parole, tout de même, sur le numérique, de la parole liée à la fachosphère. Hein. Absolument, mais il faut dire que le média s'y prête. D'abord parce qu'il y a cette production de contenu totalement incontrôlée. Il y a les réactions des internautes liées à ces contenus. Là encore, pas trop de contrôle ni d'encadrement. Donc la parole se libère dans ce qu'elle a parfois de plus excessif et de plus radical. Ceci étant, c'est une stratégie qui est déjà relativement ancienne, hein, puisque c'est un phénomène qui est apparu dans le courant des années 90.
et ça s'amplifie. Et en termes de prise de parole et de volume, effectivement, c'est de plus en plus important. Alors, est-ce que cela veut dire que, avec l'apparition des réseaux sociaux, la possibilité d'être soi-même son propre producteur d'informations, finalement, est-ce que cela amplifie ce phénomène? Vous avez un côté particulier dans les années, pour ceux qui ont connu le monde avant Internet, on imaginait le futur et l'an 2000 avec des voitures volantes, de la téléportation, on rêvait de tout ça. Et on imaginait le monde à notre portée de main. On voyait le futur arriver sur un plateau. Malheureusement, ce fut sur un plateau télé. Alors on ne bouge pas de chez soi, on est devant son ordinateur et on a la sensation que l'on peut avoir à l'intérieur de sa voiture. On insulte les gens qui doublent, qui sont mal garés. On commence à avoir un comportement seul, isolé. Parce qu'on déshumanise les personnes qui sont loin de nous et qui ne nous entendent pas. Et on a ce rapport devant un ordinateur où on se lâche comme si notre parole n'avait aucune portée. Oui, mais il y a le paramètre de l'absence de risque aussi, hein, de la même manière. Il y a le paramètre de l'absence de risque. Maintenant, il y en a de plus en plus parce qu'on peut... Mais alors, c'est compliqué pour le droit. Parce que le problème aussi, c'est qu'Internet est un grand média. Et lorsqu'on est sur Facebook, on n'est pas sur Internet, on est chez Facebook. Et donc, c'est Facebook qui régit les lois. Par exemple, Facebook décide qu'une poitrine féminine est indécente, donc son algorithme cache les tétons ou censure une photo, l'origine du monde ou même les campagnes pour le cancer du sein. En revanche, l'Amérique fait cette chose-là, l'antisémitisme et le racisme, ça ne leur pose pas problème. Au-delà, vous avez raison, Anthony, de signaler aussi que Facebook, enfin les grandes firmes comme ça d'Internet régissent leurs propres médias, mais comprenez bien ce que j'essaye de décrypter avec vous, c'est aussi pourquoi cette parole aujourd'hui, non pas nous l'entendons plus, je comprends bien, on l'entend plus parce qu'il y a les réseaux sociaux, etc., mais pourquoi elle existe, pourquoi elle est si plurielle, pourquoi elle est si forte? Je pense que ça va de pair avec le plus en plus d'échos que recueillent justement les éléments de langage populistes. Il y a cette adéquation avec cette évolution politique qui n'est pas seulement nationale, qui est aussi mondiale. C'est certainement un des faits importants. Ensuite, il ne faut pas oublier que certains de ces médias ont été créés à l'origine pour pallier un manque de visibilité médiatique. Donc là... par réaction, on s'en donne à cœur joie. Et puis, encore une fois, on surfe sur des phénomènes d'actualité qui génèrent des prises de parole à brûle-pourpoint et au service, encore une fois, d'une forme d'idéologie. C'est pour ça d'ailleurs que le côté fake news est extrêmement important, à tel point qu'en mai dernier, un des sites qu'on pourrait peut-être classer dans la catégorie fachosphère s'est ému du fait que justement cette mouvance au sens large produisait énormément de fake news. Alors c'est Libération qui a relevé l'information avec une pointe d'ironie en disant justement c'est très étonnant, il y a une petite émotion autour de cette prolifération des fake news, alors que quelque part, c'est votre fonds de commerce. Et je pense que là, on s'oriente aussi vers une façon de déterminer les choses qui serait une dichotomie entre les médias dits de propagande, qu'on pourrait appeler les médias mainstream, et ces médias-là de réinformation. En fait, ça tourne en boucle. Et plus on les stigmatise, plus l'arsenal victimaire se met en place, et plus la théorie du complot recueille à nouveau des échos. Il y a une forme de boucle ou de cercle vicieux. Oui, qui joue sur un triptyque d'ailleurs. Suspicion, rejet et réinformation, c'est important de le souligner. Après, c'est certain, oui, ils se disent victimes. C'est rigolo qu'en fait, ce sont les bourreaux qui se disent victimes. Alors, je les appelle à tuer à la moitié de la planète ou de lyncher l'autre moitié. Et ils se disent victimes quand on peste contre eux. Il faut voir qu'il y a... ça se porte avec l'antisémitisme, très important, la xénophobie, le complot, et bien sûr, après, tout ce qui peut tourner à côté, et la propagande d'autres pays, notamment la Russie, via des sites, on peut nommer, de toute façon, ils sont tellement courus, c'est RT News, Russie Today, et Sputnik FR. Le président de la République lui-même les a nommés, Sputnik en l'occurrence, lors d'une conférence de presse. Et donc, c'est tout, malheureusement, c'est cet espace merveilleux qu'est Internet, parce que ça reste merveilleux. Cet espace merveilleux de liberté qui sert toutes les personnes qui ont des idées liberticides. Et c'est là où il s'exprime le mieux. Quelques mentions importantes concernant la fachosphère. Il y a 5
familles. Je vais demander à Fabienne Levallois, notre script, de les montrer à l'image. Voilà. Les néo-droitiers, années 1960. Les nationalistes révolutionnaires, toujours dans les années 60. Les néo-nazis, qui apparaissent dans les années 90, 1990. Les identitaires avec une vision ethno-différentialiste, les années 2000. Et les catholiques traditionnalistes, post-Manif pour tous. Ce sont des familles qui ont été regroupées dans un ouvrage sur la fachosphère par Dominique Albertine et David Doucet. Il manque les islamistes. Catholiques, les religieux généralement extrémistes, mais on en trouve autant chez les catholiques qu'autant chez les musulmans. Alors pourquoi selon vous, c'est intéressant puisque vous y tenez, on le sent bien depuis le début de... Ah non, c'est bien sûr, c'est important. Mais pourquoi c'est une enquête de Dominique Albertine et David Doucet qui établissent ces 5 familles. Pourquoi, selon vous, l'ont-ils oublié? Je ne pense pas qu'il ait oublié. Après, je n'ai pas lu le livre, peut-être qu'il explique... C'est les 5 familles. D'accord. En fait, pourquoi l'ont-ils oublié? Il y a des fois une idée que l'extrême droite, ça ne concerne que les racistes, l'extrême droite européenne évidemment, que les racistes et les blancs racistes. Il y a aussi les traditionnalistes catholiques, orthodoxes, ou ce que l'on veut. Vous avez aussi toutes les religions qui sont dedans. Tariq Ramadan, par exemple, ou d'autres, on va dire son nom malheureusement, Kémy Seba, sont des gens qui participent à la haine, à la désinformation, qu'ils nomment réinformation, et qui sont vecteurs de complot. Vous avez les sites comme Thierry Messant, parce que le 21e siècle s'est ouvert avec le World Trade Center. Thierry Messant a écrit un ouvrage qui s'appelait L'effroyable révisionniste, complètement sur le... C'est-à-dire qu'Al-Qaïda revendique les attentats. Il y en a eu plusieurs du 11 septembre. Et Thierry Messant trouve que... Vous le mettez dans la parole de la fachosphère? Entièrement. D'accord. Il est totalement dans les complotistes et évidemment très lié à tout ce qui peut graviter autour de lui d'antisémite. Et donc lui fait directement, et c'est son site Réseau Voltaire, qui est le premier succès. C'est à partir de celui-ci que se créera Égalité et Réconciliation d'Alain Soral et autres... Nouveau Presse par la suite, F de Souche, exactement. Voilà. Et il ne faut pas oublier, et il y a même aussi, même à l'extrême gauche, qui font partie de cette fachosphère, parce que la fachosphère, on imagine toujours liée à l'extrême droite politique. Oui, parce que c'est la terminologie, pardon, parce qu'elle est elle est d'ailleurs peut-être extrêmement simpliste. Elle est en tout cas réductrice. Ce sont les personnes qui vantent ou des régimes autoritaires ou totalitaires. Je voudrais juste, avec vous, que l'on évoque cette parole. En Corse, elle existe. Vous-même avez été attaqué. Alors, c'est toujours délicat de le dire comme cela, mais vous êtes là, vous témoignez, vous donnez votre avis, vous êtes éditorialiste. Vous avez été vous-même attaqué par cette parole de la fachosphère. Ce qui m'intéresse, vous avez... complètement. Non, mais alors j'ai été... Le message, si vous voulez. Évidemment, non, mais oui, parce que quand même il est drôle. Je ne garde que les drôles, sinon on s'ennuie. Quand on dit juste sale con, c'est pas drôle. Donc on a été attaqué pour nos critiques de la religion musulmane, pour nos critiques de la religion catholique, enfin bref, toutes les critiques de la religion. Et aussi par des amis de Dieudonné et d'autres sur l'antisémitisme, parce qu'il existe aussi un antisémitisme de gauche. Alors je vous lis celui-ci parce que je trouve qu'il est symptomatique de tout. Donc c'est de moi dont on parle. Ce gauchiste ignore qu'il est un sujet brillant des techniques de manipulation post-guerre froide érigées en art par le KGB. Dans son cerveau baignant de la haine de soi, il pense que le remplacement de la population native de l'Europe par autant d'arabo-africano-musulmans est une belle chose. Or, il sera le premier à être pendu par l'un ou l'autre parti en opposition. Par nous, car il est un traître, et par ses maîtres, car il s'agite trop dans sa cage de plumitif, mon journal s'appelle Le Coq des Bruyères, et qu'il a une grande gueule. Donc vous voyez, quoi qu'il arrive, je suis mal barré. Alors vous le prenez parce que, avec humour, vous avez raison de le faire. Mais tout de même, c'est d'une extrême violence. Ah, c'est d'une extrême violence. Ah oui, bien sûr. Comment on le reçoit? Vraiment, honnêtement. Déjà, on est tranquille, on le reçoit sur sa boîte mail, et on se dit, quel objet merveilleux qu'Internet, qui a permis à un illustre inconnu de m'envoyer chier. Et en une seconde. Hein, et donc, évidemment, après, on peut se sentir menacé. Certes, ce n'est pas exactement mon cas. En revanche, l'histoire, et notamment très récente avec Charlie Hebdo, ont montré que il fallait prendre tout de même au sérieux toutes ces choses-là, parce que quand on leur a brûlé leurs locaux, tout le monde les accusait de faire un coup de pub.
quand ils ont fini par se faire assassiner, on a trouvé que la pub était cher payée. C'est pour ça qu'il est important de la comprendre, de la décrypter, de l'analyser, cette parole héritière de la fachosphère. 40 secondes, vous connaissez la règle. Elle est nouvelle pour vous, cette règle. 40 secondes pour résumer sa pensée. Que c'est difficile en 40 secondes pour résumer sa pensée. La fachosphère, les réseaux de la colère, c'est emprunté à un titre du magazine L'Obs. On a fait nôtre ce titre pour ce débat du soir. 40 secondes. C'est avec vous, Sandra, que je commence. Alors, pour répondre à la question préalable, effectivement, c'est un courant de pensée qui prend de plus en plus d'importance. Le souci aussi, c'est qu'il n'y a pas véritablement de contre-discours qui soit construit par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en face, on ne trouve pas véritablement de répondants structurés afin de décrypter certains éléments et d'apporter des contradictions. C'est aussi un phénomène qui va de pair, et ça je crois que c'est important, on ne l'a pas dit, avec la perte de crédibilité des médias traditionnels, il faut quand même le reconnaître, qui sont parfois suspectés de parti pris ou de propagande en fonction de leurs affiliations respectives. Ça, c'est aussi un paramètre à prendre en considération et qui explique la montée en puissance de cette forme de structuration de la réinformation, entre guillemets. Sandra Alphonse. Anthony. Moi, je vais vous prendre un exemple. À Montargis, en 2012, une école avait prévu, dès le début de l'année, de se passer de l'arrivée du Père Noël, pour des raisons budgétaires. L'extrême droite en a fait son jeu et l'a titré, pour des raisons communautaristes et pour faire plaisir aux musulmans, une école enlève le Noël des enfants. Cette information a fait le tour de la fachosphère, tout le monde en a parlé, jusqu'à être reprise par RTL et l'Express. Le souci, c'est que si nous ne faisons pas attention, les médias sérieux, si nous tombons dans leur piège, nous sommes foutus, parce qu'il y a autant de similitudes entre les copains d'Alain Soral et l'information contre un Féjac 7 millions et l'eau des chiottes. C'est pour ça que nous essayons de faire attention aussi dans cette émission. Et nous allons poursuivre dans ce décryptage de la parole issue de la fachosphère. Cette parole de rejet héritière de l'ultra-droite s'est-elle finalement emparée du net? C'est le thème de notre décryptage culture du soir. Nous en rejoint Marie-Ange Philippe et Marcel Petritchoul. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Philippe. Marcel, c'est avec vous que nous allons commencer un ouvrage dont nous avons parlé lors de notre débat, dont j'ai emprunté les 5 familles de la fachosphère. Et il en a été oublié une. Selon vous. Non, pas une partie. La religion est assez vaste pour être assez totalitaire. La fachosphère, comment l'extrême droite a remporté la bataille du net, de Dominique Albertine et David Doucet aux éditions Flammarion. Les 2 journalistes dont vous avez parlé précédemment, qui avaient déjà écrit un bouquin tous les 2 ensemble, qui était l'histoire du FN tout simplement aux éditions Talendier. Alors c'est une enquête de 2 ans. Ils disent que c'est une enquête objective et complètement dépassionnée, on veut bien les croire. Ça va nous aider à comprendre et à lever le voile, par exemple, sur les parcours, les idées, les réseaux et les moyens qu'ont tous ces partisans de l'extrême droite sur Internet. Alors, ils nous expliquent au début pourquoi ils sont si importants sur Internet. On l'explique très facilement, parce que tout simplement, ils n'avaient pas la parole dans les médias traditionnels. Et puis surtout, parce que c'était un média qui était complètement déserté par les partis traditionnels. Ils ont eu l'intelligence de s'en emparer avant tout le monde. Donc, et pour les en déloger maintenant, c'est plus dur. Alors, on va plonger vraiment avec eux dans la débuleuse Internet de l'extrême droite. Ils vont nous expliquer d'abord que le FN, quoi qu'il en dise, malgré une campagne où ils vont récuser certaines thèses, ils sont vraiment au centre de tous ces sites. Ils sont reliés vraiment au centre de tous ces sites. On a parlé du site de Soral, on a parlé du F de Souche, aussi du Salon Beige, le site préféré des partisans d'Amanis Pourtouf. Le FN est vraiment derrière tout ça. Quoi qu'ils disent, ils le démontrent très bien. Puis surtout, ils vont nous faire comprendre tout ça. Je dirais presque que c'est la fachosphère pour les nuls. C'est ça qui est intéressant avec ce bouquin. Alors on va tout comprendre et tout savoir. Ils vont plonger vraiment même dans le côté le plus noir. On va aller voir les néo-nazis, on va aller voir les complotistes. Et ça, ils le font à travers des interviews et des portraits de tous les gens qu'ils citent. C'est intéressant parce que c'est vraiment mené comme une enquête. Donc vraiment un décryptage très aisé, très facile d'accès pour comprendre tout ce qu'est la fachosphère. Un livre indispensable, La fachosphère, comment l'extrême droite a remporté la bataille du net, a malheureusement remporté la bataille du net. Peut-on le dire ainsi, Sandra? Et force est de le constater. Non, mais sur le fait remporter la bataille du net, c'est quand même...
un match, peut-être pas la bataille. Je pense qu'après les 14%... Dites-nous qu'ils n'ont pas remporté la bataille du net. Non, parce que n'insultons pas l'avenir. Je pense Voilà. que la fachosphère, c'est comme une verrue sur un joli visage. On fixe la verrue et on en oublie que la personne est belle. Marie-Ange, vous avez choisi d'évoquer Usul. Oui. Alors c'est un pseudonyme, on ne connaît pas sa véritable identité, il ne veut pas la dévoiler. Par contre, il est reconnaissable facilement, c'est un petit intello chétif, avec les épaules aussi larges qu'une de mes fesses. Et, bon, il a une voix grave, il affiche un air désabusé en toutes circonstances, mais désabusé, il ne l'est pas du tout. Au contraire, il est porteur d'un espoir, il a une volonté sans faille. Et après des petites vidéos humoristiques sur jeuxvideo.com, il a décidé en réaction justement à la fachosphère, et surtout à Soral, de construire des petites vidéos qui s'appellent « Mes chers contemporains » et de se lancer contre un mal qui ronge Internet, l'ignorance. Alors, c'est un militantisme de gauche, ironique, exagéré, parfois, sauf que le gars parle quand même de Spinoza, de Conatus, de Marx, de Frédéric Lordon et de l'aliénation de l'individu en général. Alors, il est souvent invité par des IEP ou autres facs prestigieuses que j'ai lamentablement ratées. Mais parce que c'est bien faute. Que vous avez heureusement lamentablement raté. C'est vrai. Et son fond de commerce, je dirais, c'est qu'il ne prétend pas être objectif, pas du tout. Il dit l'objectivité est un leurre, c'est un horizon à avoir pour éviter les fake news, justement, mais c'est pas son but. Son but, c'est justement de faire partie de toutes ces subjectivités qui s'entrechoquent sur le net et d'informer tout en divertissant. On va tout de même rappeler, on l'a cité plusieurs fois, qui est Alain Soral. Il vient de l'extrême gauche, il vient de cette partie-là, Alain Soral. Il n'y est pas resté très longtemps. Je pense qu'il y a une il est resté quelques années au début, maladie à ouais. l'extrême gauche qui est l'antisémitisme, qui est partagée très bien avec l'extrême droite. Et c'est sur ce moment-là que la passerelle se fait. Alors, on ne va pas être caricatural, par une partie de l'extrême gauche, que les choses soient claires. Hein. Ah non, bien sûr. Non, bien évidemment. Et une partie de l'extrême droite. Il y a une partie de l'extrême droite qui n'est pas du tout antisémite. Elle peut être raciste, simplement homophobe, ou je ne sais quoi. C'est large. Mais il y a une partie de l'extrême gauche, et c'est une maladie chez une partie de l'extrême gauche. Et des fois, les passerelles se font, malheureusement. Un autre site, peut-être, Conspiracy Watch, qui est importante pour démasquer les complots et voilà, et s'informer. Et aussi, les utilisateurs d'Internet doivent vérifier quand ils voient un gros titre qui leur donne l'information. On doit être tous responsables face à une info parce que c'est nous qui la relayons. Oui, l'importance de la vérification de l'information, ce sont nos métiers. Nous essayons de le faire également ici dans cette émission tous les soirs, le décryptage, la vérification de l'information, essayer de comprendre la société en évolution. Cette parole de la fachosphère, aujourd'hui, elle est de plus en plus présente, nous l'avons dit, instantanéité de l'information, les réseaux sociaux, etc., etc. D'où nos métiers, Sandra, le journalisme, essentiel, important. Ce n'est pas qu'un pouvoir, c'est un contre-pouvoir essentiel. Oui, c'est aussi un filtre par rapport à cette surabondance d'informations et de désinformations, évidemment. Et justement, Anthony disait quelque chose de très vrai. Il faut savoir d'où vient l'information, d'où vient la source avant de la prendre pour argent comptant. Alors c'est jamais facile pour le lecteur, pour l'utilisateur de l'Internet. Si on prend le site Nouveau Presse, quand on arrive sur ce site, il n'y a rien, interface très soignée, il n'y a rien qui nous fait dire que c'est un site qui laisse libre cours à la parole de la fachosphère. Vraiment pas. Hein. Ça c'est certain. Quand on voit un titre, quand une information nous paraît très forte ou vraiment scandaleuse et que personne n'en a parlé, une recherche simplement sur Google pour voir si des médias que l'on connaît, des médias référencés, que ce soit France TV Info, que ce soit Inter, France Inter, France Culture, Libé ou autres, en parlent aussi. S'ils n'en parlent pas, il y a de grandes chances pour que ce soit bidon. La vérité vraie sur Internet, c'est comme Mahomet ou Jésus, beaucoup de gens en parlent et personne n'a vu. Et ils le disent sur le site, sur le livre. Il y a même des sites spécialisés sur les fake news pour les dénoncer et tout. Oui. C'est très facile d'aller voir dessus. Hein. En fait, c'est à nous nous informer et à faire l'effort d'aller voir. Et c'est exactement ce que disent aussi les auteurs dans le livre que vous nous avez proposé. C'est aussi, le libre arbitre existe, il doit aussi se situer dans la recherche de l'information et dans la vérification des faits. Dans le livre La fachosphère, Marcel. Oui, il y a juste un petit truc que je déplore un petit peu sur le livre, c'est qu'ils ne vont pas assez loin. C'est bien de dénoncer la fachosphère, mais ils auraient, à mon sens, mais qu'est-ce qu'en font les usagers de cette fachosphère ?
À quoi elle leur sert? Ça, c'est dommage qu'ils n'aient pas fait un petit chapitre là-dessus, parce que ça aussi, c'est important. Parce que ça les rend riches aussi. Hein. Ce n'est pas uniquement... voilà, Bien sûr. Ça, c'est Dieudonné et Alain Soral, c'est l'embellie, c'est l'invention de leur vie, Internet. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir échangé, d'avoir débattu sur cette question importante. Marcel, merci. Marie-Ange, merci. Merci à vous deux. Merci. Sandra et Anthony, on va vous revoir certainement pendant le 20h pour continuer à échanger, à débattre, à Avec confronter plaisir. vos opinions. Merci de nous avoir suivis. À demain, même lieu, même heure. Ça se passe pendant le 20h.